Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier réalisé, même avec les bafouilles, comme vous le savez, sans montage, sans trucage, en une seule prise, rien que pour vous. Voilà, écoutez, l'autofocus est réglé. Vous voyez sur l'écran, alerte niveau 2 sur 4, hein, donc on va augmenter d'1 degré le niveau de préparation, par rapport évidemment à ce qui est en train de se passer au Proche-Orient, et nous allons faire un petit point rapide là-dessus pour actualiser un petit peu les éléments d'information et les données. Toujours encore une fois, merci encore pour la semaine dernière, des commentaires super sages et plein de bon sens, de bienveillance et tout en sobriété. Donc on continue comme ça, s'il vous plaît. Un immense merci à vous pour votre pondération, encore une fois, dans les commentaires sur un sujet qui est aussi passionnel et aussi grave, évidemment, par rapport à tous les drames humains qui se jouent aujourd'hui dans cette région du monde, le Proche-Orient, qui est à feu et à sang, et c'est évidemment d'une immense tristesse et d'une infinie tristesse, donc c'est avant tout ça qu'on retient, bien sûr. Alors, allons-y. Donc, Troisième Guerre mondiale, parce que potentiellement c'est de ça dont on parle, hein, avec tout le déploiement de forces dans cette région. Vous allez voir, il y a encore eu plein de choses qui se sont passées cette semaine. Donc ça n'améliore pas vraiment, ça ne s'est pas empiré, vous n'avez pas eu d'aggravation visible d'un point de vue militaire, mais en fait il y a une aggravation réelle d'un point de vue de la préparation, et je vais vous en parler un peu plus longuement, puisque c'est évidemment ça qui motive le fait de passer à un cran d'alerte supérieur, puisque pour les abonnés à l'Alerte Stratégie, vous savez que sur cette crise-là, c'était ce que je vous avais dit dans le dossier précédent, on va de 1 à 4, et donc on était à 1, on passe au niveau 2. Ça m'agace vraiment profondément, ce truc-là. Quand je vous dis que c'est sans trucage, c'est vraiment sans trucage, et vous avez y compris mon ordinateur qui foirote avec cette espèce de Kaspersky. Voilà, allez, c'est pas grave. Est-ce que, voilà, c'est bon, toc, je reviens, voilà. À retenir cette semaine, donc une intense activité diplomatique. Donc ça, évidemment, c'est plutôt bon signe, et mes petits singes de la sagesse, ils sont évidemment contents et heureux de voir une activité diplomatique intense, puisque qui dit activité diplomatique intense, enfin, dit possiblement une chance pour la paix et une chance de trouver une solution négociée qui consisterait évidemment à bien scinder les choses entre les responsables, le Hamas, et la suppression définitive de la menace que fait peser le Hamas sur la population israélienne, bien évidemment, et puis bien sûr le respect des vies civiles palestiniennes de l'autre côté. Un déploiement de forces pourtant internationales qui se poursuit avec la Chine, qui vient de déployer 6 navires, c'est pas rien, hein, c'est des navires de guerre de dernière génération, c'est plutôt du bon niveau. 6 navires, c'est pas rien du tout, et donc la Chine envoie ces navires aussi dans la région. Les Américains qui continuent à renforcer leurs effectifs, les Russes qui disposent d'une base navale, ne l'oublions pas, en Syrie, dans une ville qui s'appelle Tartus, c'est un port sur la Méditerranée, c'est une grosse base russe, et les groupes aéronavals américains qui sont à portée désormais de tir de missiles supersoniques Kinzhal russes, qui peuvent être tirés à n'importe quel moment maintenant de la mer Noire, puisque Poutine a dit que ce n'était évidemment pas une menace, mais qu'à partir de maintenant, compte tenu de la proximité de 2 porte-avions américains, eh bien, il avait des MiG-31, je crois, avec des missiles supersoniques Kinzhal qui étaient en permanence en vol et en situation de tirer, tout en sachant que ces missiles-là, supersoniques, ils mettent 400 secondes à partir de la mer Noire et arriver sur le porte-avions américain en Méditerranée. 450 secondes, je pense, ça doit faire 2-3 minutes, donc c'est assez rapide. C'est le moins qu'on puisse dire. Nombreuses escarmouches entre l'armée israélienne et le Hezbollah dans le sud du Liban, et puis évidemment un pilonnage massif et intensif de la bande de Gaza qui se poursuit. Voilà les fameux navires chinois, et la marine chinoise d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, juste par
culture générale et militairement générale, c'est maintenant 3 groupes aéronavals, donc c'est 3 porte-avions. Donc là où la France en a un, c'est 3. À ce, je crois que j'avais eu un commentaire sur qu'est-ce qu'on attend pour envoyer notre porte-avions. On ne peut pas l'envoyer, notre porte-avions, parce que sachez, pour ceux que ça intéresse, que le Charles de Gaulle, le porte-avions donc nucléaire français, et c'est peut-être une chance, figurez-vous, qu'on ne le perde pas avec ses marins à bord dans une guerre qui risque d'être plus compliquée que ce que beaucoup pensent et qui ne sera sans doute pas une problème de santé. Eh bien, le porte-avions Charles de Gaulle est en grande réparation dans un port français. Je crois qu'il est à Toulon, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais il sera indisponible jusqu'au 1er janvier 2024. Alors, si la guerre a lieu avant, et bien évidemment le Charles de Gaulle arrivera après la bataille, mais finalement c'est un peu l'histoire du général de Gaulle, ça, non pas d'arriver un peu après la bataille, mais de ne pas gagner les premières batailles, mais de gagner la guerre. Voilà, donc c'est petit clin d'œil historique à ceux qui connaissent l'histoire du général de Gaulle. Il l'appelle du 18 juin, où il explique que la France a évidemment perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. Les États-Unis demandent à Israël de reculer encore leur intervention au sol, donc ça pareil, c'est plutôt bon signe. Les États-Unis auraient demandé, alors c'est au conditionnel, c'est CNN qui l'évoquait, avec plusieurs sources bien placées, vous savez, c'est ce qu'on appelle les milieux autorisés. Coluche a fait un sketch extraordinaire sur une source autorisée. Vous pourrez regarder Coluche, source autorisée, vous rigolerez, c'est ceux qui sont autorisés à avoir un avis, mais c'est vraiment très très drôle, c'est truculent. Regardez ce sketch dans cette situation un petit peu déprimante, ça fait du bien de sourire et de rire. Encore une fois, donc Israël a reculé le moment de l'intervention au sol pour permettre une désescalade dans la région. Donc en gros, les États-Unis feraient pression sur Israël pour ne pas tout de suite intervenir au sol à Gaza, pour éviter l'escalade, donc l'entrée dans le conflit du Hezbollah, l'entrée dans le conflit éventuellement des Iraniens, de certaines milices qu'on peut trouver en Irak, et puis bien évidemment, vous avez peut-être suivi ça, vous avez les Houthis du Yémen qui ont tiré sur un navire américain plusieurs missiles. C'est une bataille navale qui a duré assez longtemps et qui a été pas simple non plus pour ce navire américain, qui est quand même un navire américain pas de toute dernière génération, mais enfin d'avant-dernière génération, donc c'est un navire américain puissant et moderne, et il n'a pas été débordé a priori par les missiles qui ont été tirés dessus, mais enfin il s'en est pas fallu de beaucoup pour qu'il le soit. Donc voilà, les Américains essaieraient apparemment de calmer les ardeurs israéliennes, mais le président français qui était attendu en Israël, les Israéliens lui auraient demandé de reporter à une date ultérieure non fixée sa venue en Israël, parce que ça ne serait pas le moment. Ça a été démenti, rementi, puis démenti, puis rementi, donc on ne sait pas trop. Aurait, donc on va rester là aussi au conditionnel. Et puis, pendant que j'enregistre cette vidéo, il doit être 19h et quelques, eh bien, on a appris que Israël donnait de nouvelles consignes de sécurité civile à toute la population israélienne qui allait rentrer en vigueur aujourd'hui. Donc voilà, il y a des signes comme ça qui sont quand même un petit peu inquiétants. Pendant ce temps, les escarmouches s'enchaînent. Alors elles s'enchaînent ici et ailleurs, là-bas comme dans plein d'autres endroits du monde. C'est très intéressant de relier les points et de relier les événements. Un porte-conteneur chinois appelé New Polar Bear, donc nouveau ours polaire. Ça fait beaucoup rire ma fille quand j'ai essayé de lui faire traduire ça en français. Fait l'objet d'une enquête de la Finlande pour sabotage potentiel du gazoduc et du câble sous-marin qui transfère les données, qui relie la Finlande à l'Estonie. Voilà, donc le gazoduc Finlande-Estonie et puis le câble de données, là, le câble sous-marin, téléphonique, etc., ont été sabotés.
Et c'est un navire chinois qui est soupçonné par les autorités finlandaises. Chantage et menaces sur des infrastructures mineures, hein, parce que bon, le câble Finlande-Estonie, c'est pas la même criticité, vous l'avez bien compris et vous l'imaginez aisément, que le câble de données transatlantique, par exemple. D'accord? Donc ce sont des infrastructures mineures. Alors c'est pas mineur pour ceux qui sont en panne et qui ont plus de gaz, évidemment, hein, bon, mais le gazoduc qui alimente la Finlande ou le câble de données Estonie-Finlande, encore une fois, c'est pas la même chose que le câble transatlantique qui serait sectionné ou les câbles transatlantiques qui seraient sectionnés et tout le trafic internet qui serait par exemple perturbé entre les États-Unis et l'Europe. Ça ferait évidemment désordre. Donc ça, ce sont des avertissements sans les escarmouches s'enchaînent avec l'attaque du bâtiment de la marine américaine en mer Rouge, mais également, vous allez le voir, je ne sais plus si je vous en parle maintenant, on verra si c'est bouché dans une autre diapo. Vous avez également une escarmouche actuellement qui se fait alors à fleuret moucheté et sans échange de tirs pour le moment, mais sur une île qui est revendiquée, enfin qui appartient aux Philippines, mais qui est revendiquée par également la Chine, et donc là vous avez des bateaux de garde-côte chinois qui sont philippins qui sont encerclés par des bateaux de garde-côte chinois qui les laissent pas passer. Donc vous voyez, il y a une forme là aussi d'escarmouche et les Philippines, vous avez des bases américaines là-bas. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, le monsieur que vous voyez là, qui est un ancien général, qui a déclaré: nous constatons la perspective d'une escalade significative des attaques contre nos troupes et notre peuple à travers le Moyen-Orient, et que nous n'hésiterons pas à réagir si le conflit dans la région continue de s'intensifier. Donc les mises en garde américaines se multiplient ce soir sur le fait que, évidemment, les États-Unis riposteront. Vous avez une base américaine qui a notamment été attaquée en Irak et bombardée plusieurs fois. Les prix du pétrole, eh bien, vous voyez, les prix du pétrole, ils sont plutôt orientés à la hausse, mais pour le moment, vous n'avez pas d'explosion à la hausse, pour une raison simple, c'est que il n'y a pas d'embargo pour le moment, d'accord? Donc vous avez plutôt des tensions qui risquent d'amener une récession économique et donc plutôt une baisse de la demande. Et puis il y a plutôt une baisse de la demande actuellement puisqu'il y a plutôt une augmentation des taux d'intérêt, que cette augmentation des taux d'intérêt elle est plutôt quand même en train de calmer la croissance. Qu'en Chine, c'est pas une croissance débridée, excusez-moi pour ce très mauvais jeu de mots, c'est vilain, mais en tout cas il n'y a pas de croissance, forte en Chine. Donc finalement, le marché du pétrole, donc évidemment, il monte et il prend en compte à minima aujourd'hui les tensions géopolitiques. J'ai bien à minima. Donc si jamais ça s'enflamme, ça s'embrase, qu'il y a des sabotages ou des embargos, ça va partir en ligne droite. Vous allez avoir une courbe qui va être assez surprenante. Vous allez atteindre les 100 $ le baril qui est ici en quelques minutes ou en quelques heures ou même en une séance. Regardez l'or, c'est très différent comme comportement. Vous voyez ça, voilà, c'est un comportement qui est extrêmement différent. Donc l'or, lui, est en train de pricer, c'est-à-dire de valoriser, de prendre en considération le risque géopolitique bien plus que le marché du pétrole aujourd'hui. L'or n'est pas encore retourné tout à fait sur ses plus hauts, mais enfin, on n'en est pas loin. Donc évidemment, si vous avez la région qui s'embrase, d'abord de façon régionale, puis éventuellement que le conflit devient réellement mondial, vous n'avez quasiment plus de limite. The sky is the limit, comme diraient les anglo-saxons, les financiers anglo-saxons. Le ciel seulement serait la limite, manière imagée de dire que le potentiel de hausse est infini, ou presque. Les indices, évidemment, ils n'ont pas le moral. Alors là, vous avez le S&P 500, les 500 plus grosses valeurs américaines, et donc ça baissote. Voilà, donc on n'est pas encore dans un effort. Vraiment, regardez d'ailleurs quand même par rapport au plus haut, 4600 points, 4250 points. Donc il y a quand même un vrai, on voit bien que ça patine quand même, mais vous n'avez pas de décrochage significatif. Regardez là, par exemple, on était à 3600 points, et c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était octobre 2022, d'accord? Donc bon, on est quand même largement, très très largement au-dessus. Donc vous voyez,
potentiel de baisse ou revenir à une valorisation octobre 2022, ça ne serait pas non plus complètement délirant. Vous avez la même chose ici avec le Dow Jones. Voilà, donc on est en lévitation, donc tout ça, ça demande un peu qu'à baisser. Donc évidemment, la semaine qui s'ouvre va être assez révélatrice pour les marchés et puis pour le monde en fait, y compris militairement parlant bien évidemment. Alors en conclusion, bien cette semaine, donc encore des intenses négociations diplomatiques et ça encore une fois c'est plutôt bon signe. Lavrov, le ministre russe, arrivé à Moscou, là maintenant pendant arrivait pas à Moscou, Lavrov c'est le russe, pardon, il a quitté Moscou et il est arrivé à Téhéran dans la soirée. Des préparations militaires intensives, je vous en ai parlé, il y a même le déploiement de nouvelles troupes américaines, des mises en alerte, des prêts pour déploiement, des prepared to deploy pour des renforts américains. Et vous avez la livraison et l'installation actuellement en Israël de batteries patriotes, donc des batteries de missiles anti-missiles, mais des gros missiles, là on parle, c'est les patriotes, c'est pour supprimer, annihiler des menaces portées par d'autres missiles, mais balistiques, pas par des petites roquettes ou ce genre de choses. De nombreuses escarmouches partout dans le monde, la Baltique, la Chine avec les Philippines, le Liban, le Yémen. Bon, donc vous voyez toute cette espèce d'ébullition extrêmement dangereuse. On voit bien que le monde est sur des charbons ardents et que la tension est vraiment palpable et à son maximum. Cette guerre, comme je vous le disais la semaine dernière, elle peut nous prendre par surprise et en quelques heures, tout peut basculer dans un sens ou dans un autre. Pour le moment, la guerre n'est pas totale parce que, encore une fois, il n'y a pas eu d'engagement au sol. Le Hamas a officiellement d'ailleurs demandé l'aide du Hezbollah, ce qui n'avait pas été le cas depuis 15 jours. Et le Hamas avait dit qu'il se débrouillait tout seul. Et avant-hier, le Hamas a demandé officiellement l'aide militaire du Hezbollah. Plus le temps passe, plus le temps presse évidemment pour la diplomatie. On ne retient pas autant d'hommes et d'armes dans des espaces aussi restreints pendant des semaines entières. Donc soit les gens, et on ne peut pas les maintenir en condition de combat opérationnel des jours et des jours et des jours en attendant qu'eux. Donc à un moment donné, il va bien falloir que la situation se décante. Ça fait 15 jours que les soldats israéliens et les réservistes ont l'arme au pied et donc ils attendent d'entrer pleinement en conflit. Alors évidemment, ils n'attendent pas juste en se croisant les pouces, ils s'entraînent, ils se remettent évidemment à niveau, notamment pour les plus de 300 000 réservistes qui ont été rappelés sous les drapeaux israéliens. Et puis tout ça, en tout cas, voilà, ça attend. Vous avez eu un incident également ce soir à la frontière avec l'Égypte, où plusieurs soldats égyptiens ont été gravement blessés par un tir malencontreux israélien qui a tapé une position égyptienne en Égypte, du côté égyptien de la frontière. Donc vous voyez un petit peu vraiment cette tension accumulée dans le monde entier et évidemment dans cette région en particulier. Tous les acteurs ont le doigt sur la gâchette et ça c'est évidemment, vous l'imaginez bien, extrêmement dangereux. Tous ces éléments-là, plus plein d'autres que je vous explique évidemment dans le dossier spécial stratégie, qui m'ont amené à vous faire passer, à vous faire évoluer le niveau pour mes abonnés du niveau 1 au niveau 2. Alors c'est pas la fin du monde, le niveau 2 on espère va pouvoir redescendre au niveau 1, mais enfin bon il précède aussi le niveau 3. Voilà, là tout ça vous avez vu, je viens de vous enfoncer quelques portes ouvertes, mais vous comprendrez pour ceux qui sont abonnés. Donc la stratégie patrimoniale antifragile est adaptée à cette situation spécifique. Là, on va avoir un enchaînement spécifique en termes économiques, macroéconomiques, logistiques, etc. Donc il va se passer des choses spécifiques à cette crise. Et donc l'idée, c'est d'avoir une orientation patrimoniale relativement spécifique et relativement adaptée. Donc je vous ai fait la modélisation des conséquences économiques, les 2 scénarios macroéconomiques a priori les plus probables, les 7 différentes phases de la crise économique qui va découler de l'aggravation de la situation si jamais, eh bien évidemment, Israël commence ses opérations au sol et que la région s'embrase avec l'entrée dans le conflit du Hezbollah, d'un certain nombre de milices chiites, de l'embrasement de l'Irak,
l'Irak, qui est quand même un pays extrêmement instable, et puis pourquoi pas évidemment l'extension avec l'Iran qui rentrerait en scène, sans oublier les navires chinois, etc. Bref, tout ça c'est très compliqué. Des embargos sur le pétrole, enfin bon, tout ça est évidemment très probable. Donc je vous explique un petit peu comment ça peut se produire, quelles sont justement les 7 différentes phases de la crise économique qui en découlera, et les 7 phases de la stratégie de résilience patrimoniale antifragile que vous pourrez mettre en place au fur et à mesure. Et puis évidemment, mes abonnés à la stratégie, on va suivre ça avec attention, puis je vous tiendrai informé à chaque fois que la situation l'exige, bien sûr, et le timing de la crise et les moments d'inflexion qui nous font passer d'une phase à l'autre. Voilà, donc tout ça, je commence à vous le mettre un petit peu en perspective dans ce dossier spécial sur cette justement stratégie un peu patrimoniale, un peu antifragile, robuste, résiliente, adaptée spécifiquement à cette crise-là. Voilà, donc pour ceux qui veulent s'abonner, vous y allez, vous n'hésitez pas, ça peut vous aider. Et vu le montant de l'abonnement, si vous avez un peu d'épargne, ça peut vous faire économiser beaucoup de sous. Donc je suis à peu près sûr que ce sera bien rentable pour vous. Ceci étant dit, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, ou plus bleu d'ailleurs maintenant. Vous pouvez vous abonner et me suivre sur Insolentiae, sur @Insolentiae sur Twitter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Le Grenier de l'Écho, puis vous pouvez surtout vous abonner gratuitement sur le site insolentiae.com à ma lettre d'info quotidienne, et puis ça vous permet de recevoir mes mails. Et là, je vais insister un petit peu ce soir sur le fait de vous abonner sur le site internet, parce que le site internet, il ne dépend pas de YouTube, il ne dépend pas de Twitter, il ne dépend pas de Facebook, et bref, vous avez compris, il ne dépend pas des GAFAM, mon site internet. Et donc, à partir du moment où il ne dépend pas des GAFAM, dessus, je n'y suis pas censuré et je ne suis pas sensible à la censure, ou en tout cas au fait que tout d'un coup, on vous débranche parce que vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Donc, pour rester informé, abonnez-vous gratuitement, j'insiste, c'est gratuit, à la newsletter, la lettre d'information sur le site insolentiae.com. Vous l'avez de toute façon en dessous. Et puis /boutique, ça c'est pour ceux qui veulent aller plus loin et s'abonner à la lettre stratégie. Voilà, vous savez à peu près tout. Et bien, de toute façon, on va se retrouver, je pense, dans les prochains jours, peut-être en vidéo. Si jamais la situation l'exigeait vraiment, je pense que je me pencherai sur une nouveauté qui serait de faire un live. Alors si les lives vous plairaient, n'hésitez pas, je réfléchis au truc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans les commentaires en dessous, à me le dire justement dans vos commentaires si c'est quelque chose qui vous plairait ou pas, et donc notamment si voilà, la situation devait l'exiger, ça permettrait peut-être alors je sais pas trop comment ça marche, j'ai jamais fait ce truc là, mais bon, ça doit marcher, il y en a plein qui le font, donc je pense que je vais trouver, et peut-être que ça peut être un truc sympa qui vous plairait, mais en tout cas dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas ou si c'est pas le cas. D'ici là, passez une excellente semaine, gardez le moral, soyez évidemment, comme l'a dit votre président, vigilants. Faites attention à vous, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez, et puis évidemment beaucoup de bienveillance et de tolérance et d'ouverture vis-à-vis de chacun, et puis on croise les doigts pour que cette alerte niveau 2 redescende en niveau 1 et que cette tension extrême n'aille pas vers le pire, mais nous donne l'occasion de penser un processus de paix qui serait cette fois-ci plus durable. Espérons, ça prend pas le chemin, mais espérons quand même. Allez, bonne semaine, salut les amis.